Bonjour, mon nom est Samuel Caron. Je voulais présenter aujourd'hui le mouvement Black Lives Matter en lien avec mon cours intitulé La tolérance et le racisme systémique dans la société aujourd'hui québécoise et aussi aux États-Unis. Donc, je voulais commencer par vous présenter l'historique du mouvement Black Lives Matter, c'est-à-dire pourquoi le mouvement existe aujourd'hui. Ensuite, je vais vous présenter la mission. Et troisième chose, je vais vous présenter leur concept de suprémacisme blanc et le concept de racisme systémique qu'on entend aujourd'hui dans les nouvelles. Ensuite, je vais vous montrer que ces deux concepts-là, dans leur définition, ils sont intrinsèquement liés. C'est le même concept en fait. Et ensuite, je vais vous montrer pourquoi on peut dire qu'il y a effectivement du racisme systémique et de la suprématie blanche du côté de Black Lives Matter. Donc, en premier lieu, je vais présenter l'historique, pourquoi le mouvement Black Lives Matter existe. C'est que depuis 2012, des policiers blancs vont tuer des jeunes noirs. Vous pourriez me dire, mais probablement que ces jeunes noirs-là, ils ont cherché parce qu'ils étaient armés, parce qu'ils ont attaqué les policiers. Après avoir constaté plusieurs enregistrements vidéo des interventions des policiers, on nous sommes rendus compte que, effectivement, les policiers n'avaient absolument aucune raison d'attaquer les jeunes noirs. Il s'agissait, pour différentes raisons, des petits contrôles de routine ou certains noirs qui accomplissaient certains petits délits, comme ils essayaient de blanchir des 20$ à Minneapolis, c'est ça qui est arrivé. George Floyd a voulu blanchir un 20$ et ensuite il est arrivé ce qui est arrivé. Donc, ce qui est arrivé, c'est que le mouvement, c'est que les policiers n'ont pas été accusés aux criminels ni aux civils d'avoir tué les hommes noirs, malgré les preuves de caméra de toute l'intervention qui s'était passée. Et ça fait en sorte que les gens n'étaient pas contents parce que, évidemment, il y avait le principe d'immunité. Le principe d'immunité aux États-Unis fait en sorte qu'on donne le bénéfice du doute à celui qui dit qu'il se sentait menacé pour sa vie. Il sentait que sa vie était menacée. Donc, c'est le principe d'immunité. Fait en sorte que même si on voit effectivement dans les caméras ne sont pas prises en compte dans les procès. Donc, ça fait en sorte que là, on se dit, mais c'est parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas très, très juste dans cette organisation-là. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, le système, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, racisme systémique, c'est le système. Donc, maintenant, je voulais vous présenter les 5 points de la mission du mouvement Black Lives Matter. Maintenant, donc, le premier point, c'est éradiquer la suprématie blanche et renforcer le pouvoir local d'intervenir dans la violence infligée aux communautés noires par l'État et les justiciers. Donc, éradiquer la suprématie blanche, on comprendra que ça a rapport avec le racisme systémique, qui peut parfois être insidieux, mais parfois être assez direct, dans les comportements qui vont venir à répétition de certaines institutions, etc. Donc, renforcer le pouvoir local d'intervenir dans la violence infligée aux communautés noires, on comprendra. On veut avoir la justice. C'est ça le but. C'est ça le but de Black Lives Matter. C'est que les policiers qui soient redevables un petit peu à leurs actes. Parce que là, je parle ça de façon rationnelle, mais j'imagine pas ceux qui, leurs proches se font enlever la vie parce qu'il y a un policier blanc qui se sentait menacé, mais qu'en vérité, on le voyait très bien qu'il ne l'était pas. Donc, voilà, je comprends la revendication. Deuxième chose, combattre et contrer les actes de violence en créant un espace pour l'imagination et l'innovation des Noirs. Donc, voilà, contrer la violence. Je pense qu'on pourrait faire le lien avec les émeutes là, de Minneapolis. Je ne crois pas que Black Lives Matter soit nécessairement en accord avec ça. Donc,
officiellement, le mouvement va clairement pas participer aux émeutes. Peut-être qu'ils font partie de la foule, mais ne vont pas nécessairement faire des actes. Mais il ne faut pas oublier que le mouvement Black Lives Matter, c'est 4 personnes qui ont commencé ça. Donc, ces 4 personnes-là vont probablement pas s'impliquer dans ce genre de... Mais ils disent qu'ils vont combattre et contrer les actes de violence. Donc, voilà. Deuxième chose. Troisième chose, collectif de libérateurs inclusif et spacieux. Le but est de dépasser le nationalisme étroit qui est trop répandu dans les communautés noires. On le voit souvent entre les différentes communautés noires. Il va y avoir beaucoup de racisme entre les Congolais et les Rwandais, les Burundais, les Ghanéens. Il peut y avoir du racisme, effectivement. C'est pas nécessairement le cas qu'il y en a, toujours, mais ce que le collectif de libérateurs semble dire, c'est que c'est quelque chose qui est très fréquent, le nationalisme entre les différentes ethnies africaines au sein même des États-Unis. Ensuite, affirmer la vie des personnes homosexuelles et trans-noires, les personnes handicapées et les personnes sans papier. Cinquièmement, il se voit comme étant un cri de ralliement pour toutes les vies noires qui s'efforcent de se libérer. Donc, voilà pour la mission aujourd'hui. Est-ce que la mission est exactement la même qu'elle était lorsque les Noirs se sont fait tuer par les policiers? Non, elle s'est élargie, on le voit, c'est clair. Elle est très très élargie. Donc, ensuite de ça, je voulais parler plus spécifiquement du concept de suprématie blanche. Donc, le fait de vouloir éradiquer la suprématie blanche de la part du mouvement Black Lives Matter et du concept de racisme systémique qu'on entend régulièrement ces temps-ci dans la radio, dans la télé, etc., dans les journaux aussi. Donc, le concept de racisme systémique va être... c'est pas très clair parce que comment dire... les dictionnaires n'ont pas encore de concept bien clair. Donc, les gens essayent un petit peu toujours de donner leur propre concept, leur propre conceptualisation de racisme systémique. Donc, je vais nommer des éléments qui reviennent régulièrement. Donc, il y a le fait de vouloir évacuer la question des comportements individuels. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est collectif, le racisme systémique. Ensuite, il y a le fait que c'est très inconscient la plupart du temps. Parfois, c'est conscient. C'est une pratique qui est institutionnelle, qui est consciente. Mais parfois, la plupart du temps, le racisme systémique, c'est très inconscient. Ensuite, la troisième caractéristique, c'est que ça se situe à l'intérieur de nos structures, de nos organisations, nos lois. Donc voilà, ça se situe à l'intérieur de tout ça. Donc, il faut généralement avoir un œil assez aiguisé des règlements, des lois, pour pouvoir apercevoir qu'il y a effectivement du racisme systémique. Il faut vraiment aller faire une analyse assez fine. Ensuite, ça se situe au niveau historique, c'est dans l'histoire. Ça fait partie du patrimoine qui nous a été légué. De se voir évidemment comme étant le centre du monde. Les Européens, les Américains, les Québécois, les Blancs en général, se voir comme étant le centre du monde, ça fait partie d'une des valeurs. Mais c'est une valeur qui est très très implicite, c'est pas nommé clairement, on s'entend là, se voir comme étant le centre du monde, mais on voit comme étant nos valeurs étant meilleures que celles qui sont partagées par d'autres peuples, entre autres. Évidemment, là n'est pas lieu de dire tout le monde est comme ça, tout le monde est mauvais, tout le monde est ci, tout le monde est ça. C'est pas une question d'être mauvais, c'est une question d'être inconsciemment véhiculé par soi-même. On ne s'en rend pas compte. C'est nos parents, nos grands-parents, nos arrière-arrière-grands-parents qui nous lèguent ce genre d'attitude-là. Ensuite de ça,
Voilà, donc voilà pour le troisième point, qui est de présenter le racisme systémique et ensuite la suprématie blanche. OK. Par la Ligue des droits, un organisme qui est québécois, on dit que la suprématie blanche est une idéologie fondée sur un système complexe de croyances sous-entendant la suprématie des valeurs culturelles et des normes des peuples d'origine européenne. Donc, elle s'inscrit dans l'histoire, le colonialisme, comme on nommait aussi dans le racisme systémique, dans les institutions, la justice, l'éducation, dans des habitudes, les façons de faire, dans des actions, dans des structures sociales, des gestes, etc. Donc, biais inconscient. Donc, vraiment, là, c'est important de mentionner. Eux, ils disent clairement la distinction, c'est que c'est très inconscient, la suprématie blanche. C'est pas nécessairement des gestes ou des intentions conscientes et volontaires. Donc, par contre, une chose, on tient à le faire, la mention, la distinction, c'est vraiment pas les suprémacistes blancs. Les suprémacistes blancs, comme le Ku Klux Klan, qui est un organisme qui a commencé en 1865-1867 aux États-Unis, qui était vraiment de lyncher les Noirs et de les abuser, les agresser, littéralement. Donc, il ne faut vraiment pas mêler le suprémacisme blanc à la suprématie blanche. La suprématie blanche, ça fait partie de l'inconscient des gens. C'est pas un comportement qui est violent et qui est dominateur nécessairement. C'est pas quelque chose qui est nécessairement voulu aussi. Donc, dans les comportements, je vais vous donner des exemples au niveau de l'histoire. Quand on s'en va en Inde, en Afrique, même en Chine, les gens vont se retourner. Il y a beaucoup de Chinois, d'Indiens, d'Africains qui vont se retourner contre leur propre physique. C'est-à-dire que le physique qui va être voulu, c'est le physique d'un occidental, d'un blanc. Donc, le racisme systémique, ça commence là. Vouloir se blanchir la peau pour une Indienne, blanchir la peau aussi pour une Africaine, c'est très très fréquent. Et beaucoup de compagnies comme L'Oréal et Johnson Johnson vendent des produits blanchissants de la peau aux États-Unis, pas aux États-Unis, mais en Afrique et au Moyen-Orient pour leur permettre de se blanchir la peau. Ensuite, il y a le cas de Michael Jackson qui s'est fait complètement changer la pigmentation de sa peau. Il s'est transformé en blanc, il a complètement subi une chirurgie. Donc, ça, c'en est un. Ensuite de ça, il y a beaucoup aussi de comportements à l'intérieur même de l'Inde qui font en sorte que les Indiennes elles-mêmes, si elles ont la peau trop foncée, ne sont pas prises parfois pour faire des contrats ou pour avoir des publicités, des mannequins. Donc, c'est la même chose en Chine. Les Chinoises vont vouloir s'arrondir les yeux et le nez, diminuer la taille du nez pour avoir de l'air, pour avoir un look un petit peu plus américain. Ça, c'est assez prouvé. Là. Ça a été prouvé très, très à plusieurs reprises, des témoignages. Ensuite de ça, les institutions, il y a beaucoup de statistiques qui montrent que les Noirs, les Asiatiques, les Noirs, les Asiatiques, les Indiens, au Québec, par rapport à leur ratio de population à l'intérieur même de la province, ne sont pas autant représentés à la fois sur des conseils d'administration, dans des postes importants, dans la police, entre autres. Ensuite de ça, il y a plusieurs statistiques aussi universitaires qui ont été prouvées que les personnes racisées se faisaient beaucoup plus interpeller par la police. Ça ne veut pas dire que la police est méchante, ça veut dire que c'est inconscient, ça veut dire qu'il y a un biais qui est très inconscient. Quand on représente la personne mauvaise dans les dessins animés, dans les films,
qui est la plupart du temps qui est noir, c'est un biais qui est inconscient. Ensuite de ça, c'est dans le langage, les valeurs, etc. Donc,